Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup, professeur Bachelot, pour l'invitation. C'est très apprécié. Déjà, j'ai pu rencontrer des gens ici, Antonin Lamazière, avec qui on veut commencer une collaboration. Donc, ça fait vraiment plaisir de pouvoir rencontrer les équipes. Ça va être mon plaisir aussi, j'espère en fait que je vais vous intéresser à la discussion et puis peut-être éventuellement on pourra rencontrer d'autres personnes. Donc, je vous invite à la collaboration. Je suis ravi aussi d'être à Paris. Je n'ai pas l'occasion de venir si souvent. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir voir, même en décembre, vos merveilles. Donc, on continue à visiter aussi cet après-midi et demain. Alors, merci pour l'accueil. Alors, moi, je vais vous présenter un sujet qui m'est très cher, donc la fertilité chez les femmes avec obésité, donc améliorer leur fertilité par les saines habitudes de vie. Alors, je suis professeur et endocrinologue à l'Université de Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke, c'est sud de Montréal, proche de la frontière américaine, une des 4 universités avec faculté de médecine dans la province du Québec, qui est la province francophone du Canada, d'où la raison pour laquelle je parle français. Alors, j'ai un accent, vous savez, l'accent québécois. Si jamais vous avez la difficulté, vous me le direz, mais je pense qu'on devrait bien s'entendre, tout le monde. Donc, les objectifs, on va parler de l'importance de l'obésité chez les femmes qui consultent à la clinique de fertilité, expliquer un petit peu l'impact aussi de l'adoption de saines habitudes de vie chez ces femmes-là. Et finalement, le gros de la présentation va être sur un projet qu'on a mené à Sherbrooke, le projet Ferti-Santé, qui est un projet pilote, je dirais, mais pour lequel on a beaucoup de données intéressantes. Et donc, je vais essayer de vous intéresser à ce projet-là. Première des choses, l'obésité est nocive pour la fertilité. Donc, je vais essayer de vous convaincre de ça, c'est pour ceux qui ne sont pas déjà au courant ou pas déjà convaincus. L'infertilité, comment est-ce qu'on la définit? Donc, c'est l'incapacité d'obtenir une grossesse clinique après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers et non protégés. Et c'est une problématique qui est fréquente. En Amérique du Nord, 10 à 15 de la population qui en est affectée. Donc, c'est une problématique qui est aggravée par l'obésité. L'obésité, en fait, des 2 membres du couple, on va en parler un petit peu plus tantôt, donc et le conjoint et la conjointe. Donc, ce n'est pas juste une question de conjointe, mais aussi l'homme dans le couple est important à ce niveau-là. Par contre, on a plus de données chez les femmes, donc c'est surtout chez des femmes que je vais vous parler dans la présentation. Donc, l'obésité peut induire à des désordres de l'ovulation, dont le syndrome des ovaires polykystiques, dont je ne parlerai pas beaucoup dans ma présentation, mais qui est évidemment un élément très important. Ça augmente le temps avant la conception, même chez les femmes qui ovulent régulièrement. Je vais vous présenter un petit quelque chose à ce sujet-là. Ça diminue les efficacités aussi des traitements de fertilité. Ça diminue les taux de grossesse, donc au total, mais ça augmente aussi les complications durant la grossesse et les fausses couches. Donc, c'est très important. Et en Amérique du Nord, au Canada, l'obésité touche quand même 21 des femmes en âge de reproduction. Donc, ici, c'est vraiment l'âge, juste ces femmes-là de cet âge-là. Donc, c'est quand même important. Ici, c'est vraiment juste l'obésité comme telle. Donc, une femme sur 5 qui veut devenir enceinte et qui est affectée par une problématique d'obésité. Donc, c'est sérieux, on doit s'en préoccuper. Et là, je constate que mes diapos ont été un peu refaits pour le modèle de la présentation aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas rendues tout à fait comme je les avais produites au départ. Mais ce n'est pas grave, on va y arriver. Donc, les causes de l'infertilité, vous les connaissez bien. Donc, il peut y avoir toutes sortes de causes plus gynécologiques, les infections transmises sexuellement, d'autres habitudes de vie, le tabagisme, le stress, l'endométriose, l'âge, qui est un critère très important, évidemment. L'atteinte tubaire, qui est en Amérique du Nord probablement la 2e cause la plus importante d'infertilité chez les femmes, mais aussi, comme vous le savez très bien, les causes plus endocriniennes, le syndrome des ovaires polykystiques, d'autres troubles ovulatoires, d'autres troubles hormonaux, l'insuffisance ovarienne précoce qui est plus rare mais que vous connaissez bien, mais aussi il faut inclure l'obésité qui joue un rôle et qui pourrait causer l'infertilité chez plusieurs femmes, surtout un contributeur à l'infertilité plus inexpliquée, soit via le syndrome des ovaires polykystiques et les autres troubles ovulatoires, ou directement, en fait, les femmes donc, qui n'ont pas de syndrome des ovaires polykystiques, mais qui ont une problématique d'obésité, ont plus de chances de vivre de l'infertilité. Et, oh là, je ne sais pas pourquoi, il y a un élément de ma diapo qui n'est pas apparu ici. Donc, il y a le titre qui n'apparaît pas. Juste pour vous expliquer donc, le lien entre l'obésité et l'infertilité, plusieurs études sur le sujet, mais ici, une étude
importante, danoise, 47 835 couples, grosse étude de registre pour qui on avait les indices de masse corporelle et on avait le délai de conception. Et on a regardé donc les odds ratio, ou les rapports de cote, pour un délai de conception de plus de 12 mois, qui est la définition d'infertilité. Et ce qu'on observe ici, c'est que chez les femmes, en fait, donc avec l'augmentation de l'indice de masse corporelle, il y a une augmentation du risque d'infertilité. Et avec un IMC en haut de 30, donc une obésité, ce risque-là était augmenté de 78 %. C'est vrai aussi chez les hommes. Comme je mentionnais tantôt, l'obésité chez l'homme augmente de 49 % le risque d'obésité. D'infertilité. Si on combine les deux, par contre, on parle de 2,7 fois plus de risque d'infertilité quand et la femme et l'homme présentent une obésité. C'est plus qu'additif, donc c'est un facteur aussi qui est très important à considérer. Ici, c'est une autre étude vraiment montrant l'impact de l'obésité sur la fertilité des femmes, mais qui ovulent cette fois, donc qui n'ont pas de syndrome des ovaires polykystiques ou en fait pas la forme anovulatoire, qui ont donc une ovulation qui est normale, une infertilité qu'on considérait inexpliquée dans bien des cas. Ces femmes-là avaient au moins une trompe qui était patente et le conjoint n'avait pas de facteur mâle sévère. Donc, 3000, une cohorte de 3000 couples hypofertiles. Et on voit qu'avec l'augmentation de l'obésité, il y a une diminution, même chez ces femmes qui ovulent régulièrement, de leur fertilité. Une baisse de 26 % avec un IMC de 35, 43 % avec un IMC de 40. En fait, on calculait que pour chaque augmentation d'un point d'IMC, entre 30 et 35 kg par mètre carré, on avait une diminution du taux de conception de 4 % chez ces femmes qui ovulent. Donc, directement, sans anovulation, l'obésité semble pouvoir affecter l'infertilité. Donc, je viens de vous dire, chez la femme, l'obésité préconception peut entraîner une diminution de fertilité, diminution de l'efficacité des traitements de fertilité, augmentation des coûts de ces traitements, donc significativement, mais aussi il y a une augmentation des complications durant la grossesse. Donc, c'est un autre élément à considérer, un autre élément pour lequel c'est important de prendre en charge ces femmes-là en préconception, donc thromboembolie, prééclampsie, diabète gestationnel, hypertension gestationnelle, même mort in utero, qui n'est pas fréquent, mais qui est augmenté significativement, etc., etc. La macrosomie aussi, directement, même sans diabète de grossesse. Par contre, il y a aussi des effets chez l'enfant, donc par l'hypothèse de l'origine développementale des maladies chroniques chez l'adulte. On sait que les enfants sont aussi à risque plus élevé quand la mère est obèse sur la grossesse, même sans diabète de grossesse, de développer lui-même, cet enfant-là, une obésité infantile, un diabète précoce et même des maladies cardiovasculaires plus précoces durant la vie. Ce qui fait qu'un bébé-fille qui est né d'une mère avec une obésité préconception et durant la grossesse a plus de risque elle-même d'être obèse durant sa propre grossesse, ce qui transmet... Ah, mes animations apparaissent ici. Ce qui transmet donc cette programmation fétale-là contribue à perpétuer le cercle vicieux de l'obésité qui peut être une explication d'augmentation du taux d'obésité dans nos populations, entre autres. Donc, si on veut briser ce cercle vicieux-là, une autre bonne raison d'intervenir en préconception ou durant la grossesse pour améliorer les conséquences d'obésité durant la grossesse qui causerait cette programmation fétale-là. Notre élément, peut-être avant de continuer à la section suivante, c'est que chez les femmes qui ont une obésité préconception, quand elles veulent avoir des traitements de fertilité, il peut y avoir des barrières, des limitations. Entre autres, la fertilisation in vitro, chez nous, je pense comme chez vous, peut être limitée chez des femmes avec un IMC, selon le niveau d'IMC. Donc, pour la sédation, on ne permet pas de faire de sédation en milieu privé si l'IMC est en haut de 40. Donc, ça va pas permettre la FIV en clinique privée pour ces femmes-là. Et beaucoup de cliniques vont limiter la FIV chez les femmes en bas de 35, donc qui ont un IMC en bas de 35, donc le refuser pour les femmes qui ont un IMC en haut de 35. La plupart du temps, ces femmes-là se font dire « Bon, alors, madame, vous devez perdre du poids, bonne chance, et puis une petite tape sur l'épaule, et on se reverra quand vous aurez perdu du poids. » Donc, ce n'est pas idéal. Ces femmes-là, évidemment, on sait que tout seul, c'est difficile de perdre du poids. Il y a plusieurs cliniques qui vont offrir en effet un soutien, un endocrinologue qui peut aller voir ces femmes-là, offrir un soutien nutritionnel ou en endocrinologie. Et des fois, on va permettre la FIV, même si l'IMC est encore en haut de 35, si jamais elles ont amélioré leur statut métabolique. Mais c'est quand même une minorité de cliniques qui offrent ce genre de service chez nous en Amérique du Nord. Donc, c'est important.
L'obésité affecte la fertilité. Il y a peu de supports qui sont offerts à ces femmes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Qu'est-ce que nous, donc, qu'est-ce qui a été étudié? Qu'est-ce qu'on a comme données? Donc, vu que c'est un risque modifiable de l'infertilité, évidemment, les organismes qui font des recommandations dans le domaine de la fertilité vont recommander de faire des changements des habitudes de vie et donc une perte modeste de 5 à 10 via les habitudes de vie sont recommandées chez les femmes en première ligne chez ces femmes-là pour pouvoir améliorer leur fertilité. Donc, des organismes recommandent qu'on devrait les conseiller, ces femmes-là. Maintenant, ce n'est pas juste de recommander, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire quelque chose, mais qu'est-ce que ça donne dans les études qui ont été faites jusqu'à maintenant? Il y a peu de données en général. Les données sont surtout en syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ce qui est recommandé dans cette population-là, c'est qu'une perte de poids avec ou sans exercice physique, en fait, exercice physique avec ou sans perte de poids aussi, jusqu'à un certain point, peut être efficace pour augmenter le taux d'ovulation, augmenter le cycle ovulatoire, favoriser un cycle ovulatoire normal. Et ça prend seulement une perte de poids de 5 à 10 encore une fois, dans les recommandations pour cette population de syndrome des ovaires polykystiques. Il y a peu d'études en général, mais il y a cette étude-là en syndrome des ovaires polykystiques où est-ce qu'on a regardé des femmes avec infertilité, des indices de masse corporelle entre 27 et 42, donc assez large ici comme éventail. Et on faisait une intervention intensive sur les habitudes de vie dans cette étude-là en particulier. Qui était comparé avec un groupe contrôle qui était sous contraceptif oral. Donc, les femmes ne devaient pas devenir enceintes pendant les 16 semaines de l'intervention. Le groupe intervention avait habitudes de vie plus ou moins contraceptifs oraux. Donc, il y avait 3 groupes, en fait, habitudes de vie contraceptifs oraux, et le groupe contrôle était sous contraceptif oral. Mais les femmes ne devaient pas devenir enceintes pendant ces 4 mois d'intervention. Et après ça, on commençait les traitements de fertilité. Ici, si on combine les 2 groupes d'intervention avec habitude de vie, avec ou sans contraceptifs oraux, on voit ici en bleu, donc lifestyle, habitude de vie, une augmentation significative du taux de naissance vivante à 25 comparativement à 10 dans le groupe contrôle. Donc, une bonne amélioration dans cette étude avec les habitudes de vie chez les femmes avec syndrome des ovaires polykystiques, un number needed to treat, donc le nombre de patientes qui suffisait de traiter pour avoir une naissance vivante de plus. On parle de 7 femmes. Ici, le taux de retrait ou d'abandon était de 21 juste le noter parce que c'est fréquent dans les études en habitudes de vie. C'est pas rare d'avoir des taux d'abandon quand même assez élevés et c'est dans les normes dans ce cas-là. Et malgré tout, on a pu démontrer une différence dans l'étude de Dr Legros de 2015. Et une grosse étude aux Pays-Bas, l'étude de Mitsaert et collaborateurs. Donc ici, dans cette étude-là, ils ont recruté des femmes avec infertilité, indice de masse corporelle de 29 ou plus, qui ont été randomisées à une intervention sur les habitudes de vie de 6 mois, cette fois, non pas juste 4 mois. Et c'était 6 mois avant de commencer les traitements de fertilité, versus le groupe contrôle qui commençait immédiatement les traitements de fertilité. Donc, à quelque part, le groupe contrôle pouvait tout de suite y aller avec les traitements et espérer avoir une grossesse suite au traitement, alors que dans le groupe intervention, on leur disait on fait les habitudes de vie et après, on verra si vous n'êtes pas enceinte pour commencer les traitements de fertilité. Donc, ici, l'intervention, c'était des visites mensuelles c'était des coachs, des conseillers. Puis, il y avait 4 appels entre les rencontres. C'était des conseils en nutrition et en exercice physique. Et les conseils étaient vraiment basés sur les recommandations, mais basés beaucoup sur l'entretien motivationnel, qui était donc très individualisé. C'était moins intensif que l'étude précédente de Dr Legros, où est-ce qu'il y avait des remplacements de repas, des milkshakes, même de l'orlistat pour la perte de poids. Je ne l'ai pas mentionné, mais cette étude-là était moins intensive au niveau des habitudes de vie. Et l'issue primaire, c'était, encore une fois, la naissance vivante. Donc, naissance vaginale d'un seul enfant nouveau-né, né en santé à terme et en dedans de 24 mois de suivi dans cette étude-là. 22 d'abandon, donc similaire à l'autre étude, 20,8-22 pendant la période de 6 mois pour les habitudes de vie. Après ça, il peut y avoir eu des abandons par la suite. 43 dans le groupe intervention ont perdu au moins 5 de leur poids initial. Je vous disais que c'était la perte de poids qu'on suggérait en général, une perte de poids modeste. 0 dans le groupe contrôle. Donc, quand même, l'intervention était beaucoup plus efficace que le groupe contrôle pour les habitudes de vie. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Donc, ici, vous avez le tableau. Pour ce qui est des grossesses
spontanée, naturelle, sans traitement de fertilité, significativement augmenté de 16 dans le groupe contrôle à 26 dans le groupe intervention. Et c'était statistiquement significatif ici en intention de traitement. Pour ce qui est des traitements, en fait, l'utilisation des traitements de fertilité, beaucoup moins dans le groupe intervention, donc 63 versus 81 Donc, un potentiel ici de grossesse naturelle, moins de traitements de fertilité et d'économie de coûts. Par contre, malheureusement, l'issue primaire n'était pas rencontrée dans cette étude-là. Il y avait significativement moins de naissances vivantes dans le groupe intervention que le groupe contrôle. On voit une différence là, entre 53,9 et 43,9, donc de 10 en absolu, entre les deux groupes. Donc, augmentation des naissances vivantes, augmentation, excusez-moi, des naissances naturelles, naissances vivantes, mais suite à sans traitement, mais pas des naissances vivantes au total. Vous savez très bien aussi que, donc, conclusion de cette étude-là, un petit peu mitigée. Hein? Donc, en syndrome des ovaires polykystiques, on augmente possiblement les naissances vivantes. En population générale, qui n'est pas spécifique au syndrome des ovaires polykystiques, on augmente les grossesses naturelles, mais ce n'est pas clair pour les naissances vivantes. En fait, ça ne semble pas être le cas, mais avec moins de traitement de fertilité par contre. Un autre élément que vous savez très bien, c'est les habitudes de vie pendant la grossesse. Donc ici, juste une méta-analyse d'études sous intervention comportementale durant la grossesse, voir si on a qu'est-ce que ça donne dans le fond. Donc, ces études-là, dans la méta-analyse, permettent quand même de réduire le risque de diabète gestationnel, diminution absolue de 1,6 dans ce cas-là. Césarienne, diminution de 2 macrosomie, là, un bébé qui est large pour l'âge gestationnel, une baisse de 1,9, 1,3 et pas oublier aussi que l'obésité préconception, le gain de poids gestationnel excessif durant la grossesse est associé avec une rétention de poids qui peut se maintenir à long terme chez ces femmes-là. Et l'intervention durant la grossesse permettait de réduire cette rétention de poids postpartum à 12 mois. Donc, juste pour dire que durant la grossesse aussi, il y a quand même un intérêt à faire un programme de changement des habitudes de vie pour diminuer les complications de grossesse. On sait que ces résultats-là ne sont pas mirobolants. On aimerait des meilleurs résultats, mais peut-être que le fait de commencer plus tôt, avant la grossesse, aurait peut-être des chances d'améliorer ces résultats-là. Ça, on ne le sait pas. Il n'y a pas de bonnes études. Donc, l'intervention sur les habitudes de vie, mon résumé ici pour cette partie-là. Donc, on sait que la modification des modes de vie chez les femmes obèses consultant en fertilité peut améliorer leur fertilité, en tout cas, au moins les grossesses naturelles, sans traitement de fertilité. Mais il y a quand même peu d'essais randomisés contrôlés qui ont été publiés sur le sujet. Durant la grossesse, on sait que ça peut aussi améliorer les issues maternelles et néonatales. Et donc, c'est recommandé, ce n'est pas risqué, il n'y a aucun danger de pouvoir conseiller ces femmes-là. Donc, c'est bien beau tout ça. On sait que c'est important, ça cause des complications, l'obésité durant la grossesse et en préconception. On sait que ça affecte la fertilité. Il y a les changements des habitudes de vie qui peuvent aider, mais qu'est-ce qu'on peut faire réellement en pratique? Alors, nous, on a décidé de développer une intervention, l'intervention Ferti-Santé, et on a décidé de la tester, donc à Sherbrooke, de faire une étude d'un essai randomisé contrôlé pour tester cette intervention-là. Donc, deuxième partie de la présentation, on va y aller avec la présentation de Ferti-Santé, qui est un programme qui vise l'adoption de saines habitudes de vie de façon progressive et durable. Donc, ça peut être un peu contre-intuitif. Hein. Il y a une urgence à devenir enceinte, il y a une urgence d'améliorer la fertilité. Ces femmes-là consultent à la clinique de fertilité. Des fois, ça fait longtemps qu'elles attendent avant de consulter, mais on voulait vraiment une intervention qui pouvait être maintenue à long terme, qui n'était pas juste instantanée et après qu'on laissait tomber, qu'on pouvait aussi continuer durant la grossesse chez les femmes à continuer leurs habitudes de vie. Donc, quelque chose qui était durable, dans le fond, et non pas juste rapidement. Donc, c'est des changements progressifs, mais avec des visites quand même plus rapides, plus fréquentes pour essayer que ces changements-là arrivent durant la préconception. Donc, nous, notre intervention, elle débute en préconception et elle continue durant les traitements de fertilité et elle continue durant la grossesse, ce qui n'est pas le cas des études que je vous ai montrées jusqu'à maintenant. Multisahert, le gros, c'était avant les traitements de fertilité
et aussi, c'était pas continué durant la grossesse. Donc, nous, on s'est dit, bon, on veut avoir aussi des améliorations des issues de grossesse. On veut continuer, on ne veut pas qu'il y ait de rebond durant la grossesse. Donc, c'est quoi l'intervention? Grosso modo, donc très rapidement, il y a des rencontres individuelles avec diététistes et kinésiologues. Donc, encore là, c'est une particularité. Ce n'est pas un coach, une nutritionniste qui donne les recommandations et en activité physique et en nutrition, mais vraiment chacun leur spécialité, la diététiste et la kinésiologue rencontrent individuellement. Aux 6 semaines, durant cette étude, en fait, c'était dans la première étude, c'était aux 6 semaines tout du long, mais après 6 mois, il y avait des fois un peu de relâchement dans l'adhérence aux interventions. Et c'est vraiment basé sur l'entretien motivationnel, comme l'étude de Mulcert, avec des définitions d'objectifs SMART, donc des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, dans un temps défini, comme vous le savez bien. Et donc, on n'avait pas rien de prescriptif, il n'y avait rien d'imposé. C'était vraiment une intervention qui était basée sur l'entretien motivationnel, donc plus douce ou moins intensive, de faible intensité comme telle. On avait aussi des séances de groupe, 8 séances de groupe différentes, 45 minutes sur la nutrition ou autres aspects des habitudes de vie et 45 minutes sur l'activité physique. Donc, évidemment, ce n'était pas leur activité physique de la semaine, c'était de leur montrer un type d'activité physique, comment le faire de façon sécuritaire quand on a une obésité, dans l'espoir qu'elles puissent pratiquer cette activité physique par la suite. Et on essayait d'impliquer le conjoint le plus possible. C'était plus difficile durant les séances individuelles de se libérer, etc. Mais durant les séances de groupe qu'on faisait le soir, on essayait d'encourager le conjoint à venir. Et nous aussi, comme Mulcert, il n'y avait aucun traitement de fertilité durant les 6 premiers mois. Donc, les femmes dans le groupe qui font ce programme Ferti-Santé attendent 6 mois avant de commencer les traitements de fertilité. Par contre, on continue l'intervention en saines habitudes de vie par la suite. Juste présenter un petit peu l'équipe. D'emblée, remercier tout le monde qui a participé à l'élaboration de ce programme-là, qui l'a mis sur pied et qui a permis aussi d'avoir l'étude pour l'évaluer. D'emblée aussi, on remercie les patients qui ont participé, les couples à ce projet-là. C'est un exemple ici d'un couple dont le petit garçon roux est né durant l'étude et le petit bébé à côté est né après l'étude sans aucun traitement de fertilité. Et c'était un couple qui avait initialement consulté à la clinique de fertilité. Donc, on a fait une étude, un essai randomisé contrôlé pour tester cette intervention-là, ce programme-là, le programme Ferti-Santé. Dans l'étude, on a recruté 130 femmes, juste pour dire qu'il y a eu des bris de protocole, il y a eu des abandons. Et donc, je vais vous présenter les résultats à 6 mois, un peu comme l'étude aussi de Mulcert qui avait leurs résultats à 6 mois. Et les femmes qui ont complété au moins 6 mois, donc qui ont persévéré au moins 6 mois dans l'étude, c'est 57 dans le groupe intervention, 51 dans le groupe, non, excusez-moi, 51 dans le groupe intervention, 57 dans le groupe témoin. Donc, on parle d'une perte ici de 15 %, qui est une perte relativement importante, mais moins en fait que les 2 autres études que je vous ai montrées, donc c'est quand même acceptable. Et au total, le suivi, ça va être à 18 mois. Donc, les femmes finissaient l'intervention et le projet à 18 mois. Et les grossesses qui survenaient à l'intérieur de 18 mois, bien, on regardait la naissance vivante de cette grossesse-là qui est intervenue à l'intérieur de 18 mois. Donc, jusqu'à la grossesse, c'est un suivi maximal de 18 mois. Et pour tout ce projet-là, jusqu'à 18 mois, la perte était de 23 %. Encore là, tout à fait comparable. En fait, les autres études, c'était des pertes là, à 6 mois. Donc, on est dans les chiffres à ce niveau-là. Voici la population. Donc, dans le groupe intervention, le groupe témoin, encore là, la cohorte ici qui a persévéré au moins 6 mois. Donc, vous voyez que c'est des femmes quand même qui ne sont pas jeunes nécessairement là, dans leur parcours pour la fertilité, 30 ans. Des IMC quand même qui étaient assez élevés, 39-40 ici. Des taux de taille qui étaient augmentés, un pourcentage de masse grasse élevé, à peu près presque 2 tiers qui avaient un syndrome des ovaires polykystiques, évidemment. Et les 2 groupes étaient comparables au niveau de leur qualité nutritionnelle, de leur alimentation, puis leur dépense énergétique totale à la base. Ça, c'est par questionnaire qu'on a obtenu ces données-là dans cette étude-là. Donc, c'est comparable là, entre les 2 groupes. Tout était comparable par ailleurs. Maintenant, si on regarde les changements anthropométriques, est-ce que l'intervention en changement des habitudes de vie a donné quelque chose? Est-ce que ces femmes-là ont répondu, ont eu des changements?
Donc, si on regarde le poids, ce qui nous intéresse. Donc, l'intervention n'était pas centrée sur le poids, ce n'est pas poids-centrique, mais veut pas, c'est quand même un paramètre qu'on sait qu'ils sont associés aux issues, donc on le regarde. Et on voit quand même qu'il y a une différence significative entre les deux groupes. La différence n'est pas très grande, on parle à peu près de 3 entre les deux groupes, mais c'est quand même une différence qui peut avoir une implication métabolique, un bienfait métabolique, et qui est... donc, ça, c'est ce qu'on a pu observer au niveau du poids. Au niveau du tour de taille aussi, on a une différence significative, donc une perte de tour de taille. Par contre, ce qu'on pense aussi, ce qui est important, c'est les changements au niveau des habitudes de vie, donc pas juste au niveau du poids. Ici, on a regardé différentes choses, les données nutritionnelles, donc encore là, chez les femmes qui ont persévéré au moins 6 mois. Donc, on voit, je mets des choses en vrac, une amélioration significative de leur consommation de fruits, de grains entiers. Ça, c'est des portions par jour. De lait, chez nous au Québec, on boit beaucoup de lait. C'est amélioré significativement. Le fait de déjeuner le matin, donc à peu près un déjeuner de plus par semaine dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle. Moins de restaurants aussi dans le groupe intervention. Je n'ai pas mentionné, mais le groupe intervention est à droite en bleu lavande et le groupe contrôle est à gauche en rouge. Donc, significativement moins de restaurants aussi fast-food. Si on regarde maintenant l'activité physique, encore là, c'est par questionnaire. On n'avait pas dans cette étude-là de mesure directe, mais la dépense énergétique significativement améliorée dans le groupe intervention, encore là, ici à droite. Le temps sédentaire significativement diminué dans le groupe intervention. Et on a fait un test de marche de 6 minutes durant les visites de recherche. Donc, le test de marche de 6 minutes, c'est un test un peu de capacité fonctionnelle. C'est un test objectif, donc ce n'est pas un questionnaire. Et ici, ce n'était pas significatif statistiquement entre les deux groupes, mais quand même une augmentation importante là, du nombre de mètres que les femmes peuvent marcher pendant ces 6 minutes-là après l'intervention, donc à 6 mois. Ici, c'est donné à 6 mois. Ce n'est pas significatif, mais pour pouvoir améliorer sa capacité fonctionnelle à 6 mois, il faut vraiment avoir amélioré quand même pas mal ses habitudes de vie au niveau de l'activité physique. Donc, cette tendance-là, pour nous, est intéressante. Ça suggère que les données de questionnaire qui montrent qu'elles ont amélioré leur exercice de l'activité physique et pas juste un biais, mais probablement réel. Donc, ce qui vous intéresse maintenant plus, c'est qu'est-ce que ça a donné. Donc, ces femmes-là ont eu l'intervention en changement des habitudes de vie. Elles ont amélioré davantage leurs habitudes de vie. Les résultats que je vous ai montrés, c'était après 6 mois de suivi pour les habitudes de vie. Maintenant, on va regarder la fertilité. Est-ce que ça a changé quelque chose? Si on regarde le taux de grossesse à 18 mois, encore là, ce n'est pas ici une analyse intention de traitement, c'est vraiment celles qui ont persévéré au moins 6 mois dans les deux groupes. Et ce qu'on voit, c'est que ce fut le taux de grossesse était de 39 % dans le groupe témoin. Et ça a augmenté en fait à 60 % dans le groupe intervention, un pic qui était significatif ici. On parle d'une fois et demie d'augmentation de taux de grossesse, malgré le fait que dans le groupe intervention, elles attendaient 6 mois avant de commencer les traitements de fertilité. Donc, on était très contents de ces résultats-là, des résultats per protocole, mais encore là, dans la vraie vie, c'est de voir les femmes qui ont investi 6 mois, est-ce que ça donne quelque chose? Et la réponse, c'est oui. Au niveau des taux de grossesse spontanés, donc sans traitement de fertilité, ce que vous voyez, en fait, c'est que c'est presque triplé. Non, les chiffres ne sont pas apparus encore. Donc, 12 % dans le groupe témoin, 33 % dans le groupe intervention, donc presque le triple de grossesse spontanée, 2,7 fois plus, très significatif entre les deux groupes. Donc, très intéressant. Maintenant, si on regarde le taux de naissance vivante, au niveau du taux de naissance vivante, les chiffres diminuent, donc la puissance statistique diminue. Il faut savoir que certaines grossesses qui ont fini en fausse couche, les femmes pouvaient avoir une autre grossesse pendant le suivi de 18 mois, par exemple. Elles pouvaient faire une fausse couche et avoir après ça une autre grossesse et une naissance vivante de l'autre grossesse. Donc, c'est pour ça que le taux de grossesse et le taux de naissance vivante, il ne faut pas le lier, il n'est pas lié directement ici. Ce n'est pas les mêmes grossesses nécessairement. Donc, dans le groupe, ici nos résultats, dans le groupe témoin, 36 %. Donc, il y a eu des fausses couches, puis il y a eu des femmes qui ont pu avoir une autre grossesse avec naissance vivante. Et dans le groupe intervention, c'est une augmentation qui n'est pas significative encore, mais c'est
c'était plus important, en fait 51 %. Donc, une augmentation en absolu de 15 % entre les deux groupes. C'est moins 51-60, mais il y a moins de femmes dans le groupe intervention qui ont eu une fausse couche et qui ont été capables, qui ont eu le temps d'avoir une autre grossesse, d'où cette différence-là. Mais c'est dans le bon sens, une augmentation quand même absolue de 15 % des naissances vivantes. Donc, on est très content de ce résultat-là. Une autre question qu'on peut se demander, oui, mais bon, il y a tant de 6 mois avant de commencer les traitements de fertilité. Les changements d'habitude de vie, ça prend du temps. Donc, la question, c'est est-ce que ça retarde les grossesses au bout du compte? Et juste vous montrer un petit graphique rapidement. Donc, encore là, en rouge, c'est les témoins. En vert, bleu, lavande, c'est les groupes intervention. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que dans les premiers 6 mois, le taux de grossesse est quand même comparable entre les deux groupes. Plus élevé dans le groupe contrôle, qui font des traitements de fertilité, 23 %, comparativement à 17,6 % dans le groupe intervention, qui sont toutes des grossesses spontanées à ce moment-là. C'est les premiers 6 mois, ils n'ont pas eu de traitement de fertilité. Par contre, dans le groupe intervention, dans le groupe contrôle, qui font les traitements de fertilité, leurs chances de grossesse diminuent beaucoup avec le temps, 10,5 % dans le 6-12 mois et seulement 5 % dans le dernier 6 mois, alors que dans le groupe intervention, changement des habitudes de vie. Après 6 mois, commence les traitements de fertilité et on voit qu'on continue à maintenir les grossesses et même, on a l'impression que la courbe monte avec une grosse différence entre les deux groupes. Donc, ça ne retarde pas vraiment les grossesses et au total, on a plus de grossesses avec notre intervention. Rapidement, ici, c'était juste pour vous montrer donc les analyses en paire protocole à gauche, ce que je viens de vous présenter, là, les données en question. Maintenant, si on regarde en intention de traitement, toutes les femmes qui ont participé, pas juste celles qui ont persévéré au moins 6 mois, le titre n'est pas tout à fait exact ici, mais on voit quand même des tendances intéressantes. Donc, au niveau des taux de grossesse, il y en avait plus dans le groupe intervention. La différence n'est pas statistiquement significative parce que on a des chiffres plus petits. Les taux de grossesse spontanés demeurent statistiquement significatifs, même en intention de traitement. Donc, comparable à l'étude de Mulsaert ici et à l'étude de Legros et autres. Puis, au niveau des taux de naissance vivante, les chiffres sont plus petits. Encore là, le P n'est pas significatif, mais on a une différence de 10 % de plus dans le groupe intervention versus le groupe contrôle, alors que l'étude des Pays-Bas de Mulsaert montrait 10 % de moins. Donc, nous, on a des résultats qui sont meilleurs et qu'on pense aussi que c'est beaucoup lié au fait que l'intervention continue durant les traitements de fertilité et au fait aussi qu'on a des spécialistes en kinésiologie et en nutrition pour les habitudes de vie et pas juste des coachs, entre guillemets. Donc, pour les quelques minutes qui me restent, peut-être juste d'autres résultats vous présenter qu'on a regardé dans cette étude-là. Donc, rapidement, la qualité de vie. Donc, on a mesuré la qualité de vie de 2 façons. Le SF6D, qui est un questionnaire très général, qui était augmenté, en fait, la qualité de vie dans le groupe intervention, alors que dans le groupe contrôle, c'était légèrement diminué. La différence est statistiquement significative. Et l'autre questionnaire qu'on a utilisé, c'est le Ferticol, donc un questionnaire spécifique aux femmes qui présentent l'infertilité. Et on regardait le changement jusqu'à la dernière mesure avant de devenir enceinte pour les femmes qui devenaient enceintes et le changement chez en fait, ici, c'est encore là des mesures à 6 mois. J'ai oublié de préciser, c'est des mesures à 6 mois. Les femmes qui devenaient enceintes dans cette période-là, on ne prenait pas on les excluait là, parce qu'évidemment, quand on devient enceinte, ça peut changer notre qualité de vie définitivement. Mais même en excluant les femmes qui devenaient enceintes durant cette période-là, on voit que la qualité de vie des femmes qui font le programme et qui ont une problématique d'infertilité, même était améliorée significativement au niveau total, au niveau émotionnel, au niveau de leur corps, leur esprit et au niveau social. Il y a juste au niveau relationnel qui n'avait pas vraiment de bienfaits comme tel. Donc, la qualité de vie semble être améliorée par cette intervention-là. On a fait aussi une sous-étude des partenaires. Donc, certains partenaires ont accepté de participer à une sous-étude, 52 partenaires, en fait, qui ont accepté qu'on utilise leurs données de recherche, qu'on fasse des analyses. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, les partenaires sont plus souvent obèses que la population générale. Donc, toutes les femmes étaient obèses. C'était, par définition, le recrutement, il fallait qu'elles soient obèses. Et leurs conjoints étaient plus souvent obèses que la population générale, avaient moins souvent de bonnes habitudes de vie que la population
générale. Et aussi, ce qu'on remarquait, c'est qu'il y avait une tendance à avoir une concordance entre les habitudes de vie du conjoint et de la conjointe. Donc, les deux conjoints et conjointes semblaient partager un peu les mêmes habitudes de vie, les bonnes comme les mauvaises. Donc, il y a peut-être moyen d'intervenir sur le couple, probablement que ce serait plus bénéfique que d'intervenir juste chez la conjointe. Et ce qu'on a observé aussi dans cette étude-là, c'est que la perte de poids et l'amélioration des habitudes de vie chez le partenaire étaient significativement associées avec les chances de grossesse pour le couple, même après correction pour la même perte de poids ou pour la perte de poids ou pour la même habitude de vie chez la conjointe. Donc, évidemment, ils partagent les mêmes habitudes de vie. La conjointe fait des changements. On pourrait penser que c'est peut-être les changements de la conjointe qui fait que le conjoint a amélioré aussi ses habitudes de vie et que c'est la conjointe et non pas le conjoint qui fait la différence. Mais statistiquement, si on corrige pour le changement des habitudes de vie chez la femme, en fait, le changement des habitudes de vie chez l'homme aussi améliore la fertilité du couple. Donc, ce n'est pas juste une question de conjointe, mais aussi l'homme là-dedans est important et donc il faudrait le plus possible les inclure dans nos interventions. Ce qui n'a pas été facile, nous, mais il faut trouver le moyen de le faire de façon adéquate. D'accord? Un petit mot sur diminution de la charge mentale chez les femmes, s'il vous plaît. Donc, impliquez les conjoints. Maintenant, on a fait une petite analyse de sous-groupe pour le syndrome des ovaires polykystiques. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'intéressent au syndrome des ovaires polykystiques. Donc, encore là, chez les femmes qui ont persévéré au moins 6 mois, les données qu'on avait à 6 mois, 68 femmes avec syndrome des ovaires polykystiques, 40 dans le groupe sans syndrome des ovaires polykystiques. Et on voit en fait que le taux de naissance vivante semble être meilleur suite à l'intervention chez les femmes avec syndrome des ovaires polykystiques. Donc, syndrome des ovaires polykystiques en rouge. Rouge pâle, c'est intervention. Rouge foncé, c'est intervention. Rouge pâle, c'est contrôle. Et donc, il semblerait que ces femmes-là en bénéficient plus que les femmes qui n'ont pas de syndrome des ovaires polykystiques. Mais on ne peut pas le prouver. Le P pour l'interaction n'était pas significatif là, à ce moment-là. Si on regarde aussi au niveau des habitudes de vie, là, rapidement, la perte de poids semblait quand même similaire dans les deux groupes. Donc, meilleur taux de naissance vivante, mais avec la même perte de poids. Par contre, elles avaient peut-être amélioré un petit peu plus leurs habitudes de vie. Donc, ce qui est significatif aussi ici avec un P pour interaction en bas de 1 de 0,1, de 10 Donc, la consommation de produits laitiers, la consommation de fruits et légumes et le test de marche de 6 minutes semblait plus amélioré dans le groupe SOPK. Donc, les femmes avec SOPK, sans changement plus important de leur perte de poids, ont quand même mieux amélioré leurs habitudes de vie et mieux amélioré leur taux de naissance vivante. Donc, intéressant. On manque un peu de puissance pour aller plus loin, mais c'est intéressant. Maintenant, si on regarde, je vous disais tantôt que l'obésité préconception augmente les risques de complications durant la grossesse. On a regardé ça. Évidemment, là, les tailles d'échantillons diminuent beaucoup. Donc, il faut que les femmes deviennent enceintes et il faut qu'on ait des données sur ces femmes-là. Donc, vous voyez en bas, le groupe témoin, on a juste 20 femmes. Groupe intervention, juste 26 femmes durant la grossesse. Mais quand même, on s'est dit, on va le regarder, ça peut être intéressant. Je suis sûr que vous posez des questions. Comment ça va, leur grossesse? Et je vous rappelle qu'on continuait l'intervention durant la grossesse. Pas très intensivement, mais pour être sûr qu'il n'y a pas de rebond ou d'exagération durant la grossesse. Donc, au niveau du diabète gestationnel, total, pas vraiment de différence significative, mais si on regarde le diabète gestationnel qui requérait de l'insuline, donc plus significatif cliniquement, on parle de 42 dans le groupe contrôle de diabète gestationnel requérant de l'insuline versus 12,5 dans le groupe intervention. Donc, significativement moins de diabète gestationnel requérant de l'insuline. Et si on regarde les césariennes d'urgence, quand on regarde les césariennes totales, c'est pas facile de tirer des conclusions parce qu'il y a plusieurs raisons pour faire des césariennes, pas toujours des bonnes raisons. Mais quand c'est des césariennes d'urgence par arrêt de progression, mauvaise progression durant le travail. Donc, dans le groupe contrôle, 21 de césariennes d'urgence. Dans le groupe intervention, 0 Aucune femme dans le groupe intervention n'a requis de césarienne d'urgence. On pense que l'obésité pourrait être liée à l'atonie utérine, plus de saignement aussi, à l'accouchement, etc. Donc, il y a peut-être un lien ici vraiment entre les césariennes d'urgence et l'amélioration des habitudes de vie. Et si on regarde le nouveau-né, on est encore plus petite taille d'échantillon, seulement 9 dans le groupe témoin et seulement 10 dans le groupe intervention de bébés qu'on a pu mesurer et obtenir
du centre cordon. Donc, des petits N, mais juste pour vous montrer quand même, pour votre intérêt. Au niveau des plis cutanés, chez le bébé, surtout le tricipital, était moindre dans le groupe intervention que dans le groupe témoin. Donc, c'est 1 mm de moins de différence entre les deux groupes, mais quand même sur des mesures de 4-5 mm, là. Donc, significativement, en fait, le P était significatif à 0,03, moins d'adiposité chez le bébé à la naissance. C'est quand même intéressant. Les bébés étaient nés à la même âge de grossesse, il n'y avait pas tellement de différence. Puis aussi, leur poids de grossesse était assez similaire, mais vraiment l'adiposité qui semblait différente. Si on fait la somme des 4 plis cutanés, une différence ici de 2,5 mm, mais là, c'était borderline significatif. Et si on regarde le centre cordon, 11 et 12-13, les résultats, donc on avait au niveau des triglycérides, plus de triglycérides dans le centre cordon des bébés nés du groupe témoin, donc à gauche. Puis la différence, en fait, un moitié moindre, avec un P qui n'est pas significatif, mais presque. Et si on regarde l'interleukine 6, un marqueur d'inflammation, encore là, presque 3 fois plus élevé. Donc, 2 tiers moindre dans le groupe intervention. Donc, une baisse importante de triglycérides et d'interleukine 6, borderline, sur le bord de la significativité ici. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire sur l'obésité, la fertilité et sur notre programme. Donc, le résumé, c'est qu'une intervention interdisciplinaire supportant l'adoption de saines habitudes de vie chez les femmes qui sont infertiles et qui présentent une obésité semble vraiment semble être efficace. On entraîne des changements des habitudes de vie. On a une perte de poids qui est significative entre les deux groupes. En fait, les changements des habitudes de vie sont peut-être plus importants même que la perte de poids ici en termes de magnitude de différence entre les groupes. Ça favorise la survenue d'une grossesse, surtout une grossesse spontanée. Ça diminue aussi le recours à des traitements de fertilité coûteux, dans le fond, si on peut avoir plus de grossesses spontanées. Il y a moins de naissances, il y a plus de naissances vivantes. On n'a pas pu le démontrer statistiquement dans notre étude. Donc, il y a une certaine controverse. On peut dire encore, la réponse n'est pas encore claire à ce niveau-là. Mais nous, on a l'impression que notre approche peut augmenter les naissances vivantes. Et si cette intervention-là est maintenue durant la grossesse, elle peut réduire aussi certaines complications de la grossesse, comme vous avez pu voir, et même des marqueurs d'adiposité, de dysmétabolisme et d'inflammation chez le nouveau-né. Donc, on pourrait peut-être potentiellement avoir des effets même jusqu'au nouveau-né avec notre intervention. Et peut-être, donc, que cette intervention-là pourrait améliorer la programmation fœtale, pourrait briser le cercle vicieux de la programmation fœtale de l'obésité chez l'enfant. Comme tel et sur tout le continuum de sa vie, on l'espère. C'est pourquoi on pense que vraiment, la préconception, c'est le meilleur moment où intervenir. Nous, on a choisi le modèle des femmes avec infertilité parce qu'on avait le bénéfice immédiat de possiblement améliorer leur fertilité, mais on espère aussi voir que ça peut augmenter la santé de la grossesse, la santé du nouveau-né et même le futur de la vie de cet enfant-là. Pas oublier ces femmes-là en préconception dans leur parcours de vie. Et les résultats qu'on a obtenus, très intéressants, nous ont permis d'obtenir une subvention des RSC pour un projet multicentrique de plus grande envergure qu'on est en train de faire actuellement, justement pour pouvoir avoir la puissance pour la différence au niveau des naissances vivantes en intention de traitement. 10 % de différence en intention de traitement, ça serait cliniquement significatif, un NNT de juste 10, mais il faut le prouver, il faut avoir plus de puissance. Donc, on fait l'étude multicentrique actuellement à la grandeur du Canada. Et qui sait pourquoi? Peut-être ici aussi, on ne sait jamais si on peut transférer le modèle ici et le faire se joindre nos forces pour pouvoir démontrer le bénéfice de ce genre de programme-là pour notre population de femmes jeunes qui veut devenir enceinte. Donc, vous avez les médias sociaux. Vous pouvez regarder ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Jean-Patrice. C'était vraiment passionnant. Et puis, merci d'avoir partagé tous les résultats de l'étude. C'est vraiment, en effet, assez exceptionnel parce que d'avoir aussi la grossesse et les enfants et peut-être un peu de suivi. Donc ça, il n'y a pas de cohorte comme ça aussi intéressante et importante. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que Camille a déjà plein, moi aussi.
Alors moi, j'avais une question. C'est vrai que les femmes avec une obésité ont souvent des troubles de la fertilité importants, mais néanmoins, elles restent fertiles. Oui. Il y a beaucoup de recours aussi aux IVG, Oui. donc justement parce qu'elles ont un accès aux soins qui est différent aussi. Et je ne crois pas qu'il y ait de travaux qui essaient de comprendre la fertilité. Est-ce que les femmes les moins fertiles, c'est celles qui ont un tour de taille les plus élevés? Est-ce que c'est les métaboliquement saines? Est-ce que vous avez regardé un peu ça? Oui, on a regardé ça. On est en train de regarder ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la publication principale de cette étude-là n'est pas encore arrivée. On travaille fort sur publier ces résultats-là. Puis après, on a plusieurs manuscrits qui vont suivre dès qu'on va pouvoir publier cette étude principale-là. Donc, on a regardé les prédicteurs. Donc, l'indice de masse corporelle est un prédicteur. Avec le tour de taille, en fait, il ne semble pas avoir de différence. Le tour de taille n'est pas nécessairement bien meilleur que l'indice de masse corporelle, même si on sait que souvent c'est meilleur pour la adiposité, mais ce n'est pas clair dans nos données. Puis il y a des choses classiques comme l'âge, le tabac, mais après ça, en fait, ce qu'on voudrait regarder, c'est plus dans le sang aussi, des paramètres biologiques, donc des marqueurs. Et en fait, avec Antonin, c'est le genre de choses qu'on veut regarder justement. Aussi, les marqueurs de la fonction adipeuse. Exactement. C'est ça donc le métabolome, l'inflammation. On pense que les succès sont plus là. Les femmes qui ont des moins bonnes habitudes de vie aussi semblent peut-être avoir un petit peu plus... en fait, ce n'est pas plus de risque d'infertilité, mais c'est... En fait, ce qu'on a regardé davantage, c'est celles qui répondent le mieux à l'intervention pour devenir enceinte. Donc, celles qui avaient des moins bonnes habitudes de vie avaient le plus de chances de répondre à l'intervention. Comme d'ailleurs, j'avais une diapo, j'ai enlevé. Mais les sous-groupes, j'ai fait un sous-groupe SOPK, mais quand on regarde c'est quels sous-groupes ont le plus de chances de répondre à l'intervention, donc, il y a celles qui étaient plus obèses, celles qui avaient des moins bonnes habitudes de vie au départ, donc c'est un peu logique. Et le tabac. On ne sait pas trop pourquoi, parce que notre intervention, évidemment, on parle du tabac, mais on n'a pas tant amélioré le tabac avec notre intervention, mais celles qui étaient tabagiques semblent avoir beaucoup moins de chances de devenir enceintes et n'importe quoi qu'on peut faire pour les aider semble les aider. Mais... Et j'ai une autre question. Vous avez souligné le fait que dans les couples, il y avait souvent une obésité chez le conjoint, ou en tout cas des mauvaises habitudes de vie. Est-ce que du coup, vous avez évalué les changements chez le conjoint? Parce que la fertilité, c'est quand même à deux. Oui, exactement. Donc, la diapo n'était pas claire, surtout que il y avait l'animation n'était pas parfaite, là. Les diapos ont été modifiés, mais je ne pense pas que ça n'ait jamais publié ça. Puis nous, on va le publier. C'est que quand que le conjoint faisait un changement d'habitude de vie ou changement de poids, ce changement-là est significativement associé avec les chances de grossesse du couple, même après correction pour le même changement de la conjointe, parce qu'on pourrait dire que c'est un changement conjoint, et donc, ce n'est pas le conjoint, mais c'est juste la conjointe qui fait la différence. Mais non, même quand on corrige statistiquement. Et donc, ça n'a jamais été publié, là, mais il semblerait vraiment que Ouais. Oui, en fait, on avait présenté ça à un congrès d'Endocrine Society et il y a eu un tapage médiatique, plein de journaux qui nous ont contactés pour faire des entrevues, parce que oui, le conjoint a son rôle, définitivement. Et est-ce que vous avez regardé les fausses couches? Oui, on a regardé les fausses couches. Donc, en fait, il y avait le même nombre de fausses couches. En fait, peut-être légèrement plus de fausses couches dans le groupe intervention, mais c'était léger et ce n'était pas statistiquement significatif. Donc, essentiellement, similaires les fausses couches entre les deux groupes. La seule chose, c'est que les fausses couches semblaient se présenter plus tôt dans le groupe contrôle et il y avait plus de chances, donc, d'avoir une autre grossesse et finalement d'avoir une naissance vivante. C'est pour ça que quand on regarde les chiffres de naissance vivante, entre le taux de grossesse et les naissances vivantes dans le groupe contrôle, la différence n'est pas très grosse. Elle est plus importante dans le groupe intervention parce que le groupe intervention semble avoir fait ses fausses couches plus tard et ne pas avoir pu faire une autre grossesse à ce moment-là. Et il y a peut-être un lien avec les traitements de fertilité, en fait. Donc, le groupe contrôle fait ses fausses couches avec les traitements de fertilité initialement. Le groupe intervention semble faire ses fausses couches plus tard avec les traitements de fertilité qui arrivent plus tard. Les grossesses naturelles semblent moins donner de fausses couches. Mais au total, il y avait finalement le même nombre de fausses couches dans les deux groupes, essentiellement. Il y a une étude de Dr Legros, une nouvelle étude qui a été publiée, que je n'ai pas présentée parce qu'il comparait en fait le même programme qu'ils ont avec des milkshakes, avec en fait, le but c'était leur listate, c'était du sibutramine, des traitements, des médicaments, etc. Mais le groupe contrôle, c'était l'activité physique. Donc, ce n'est pas un contrôle
C'est un contrôle actif, donc je ne vous ai pas présenté ces résultats-là. Mais eux, dans cette étude-là, c'est une intervention intensive et ils avaient plus de fausses couches dans le groupe intervention. Donc, il y a une crainte que l'intervention pourrait peut-être augmenter les fausses couches, un peu comme on voit avec la chirurgie bariatrique ou des choses du genre. Mais non, pas dans notre cas à nous, en tout cas, pas avec le genre d'intervention qu'on a, qui était quand même de faible intensité. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Véronique. Pour les gens à distance, oui, le micro. Dans votre programme pour intervenir sur les habitudes de ces patientes, comment vous abordez les troubles du comportement alimentaire? Parce que nous, on en a quand même pas mal qui essayent de mettre des choses en place, mais sur le plan psychologique, parfois, c'est trop compliqué. Est-ce que vous avez une attention pour celle-là? Oui, ben, malheureusement, oui et non. Non, la réponse, grossièrement, c'est non, mais les troubles de comportement alimentaire sévères, donc des troubles alimentaires, ces femmes-là ne sont pas inclus dans l'étude, sont exclus, en fait, là, parce que quand on a un trouble alimentaire sévère, ben, significatif, pas sévère, mais significatif, cliniquement, qui nécessite une consultation, dans le fond, c'est pas le temps de faire un programme de changement des habitudes de vie, il faut que ces femmes-là consultent. Et donc, on les incluait pas dans le projet, mais c'est sûr que l'aspect psychologique, l'aspect de troubles alimentaires moins sévères, les troubles du comportement alimentaire sont importants dans cette population-là. Et on ne l'adressait pas directement, mais notre intervention, c'est une intervention en entretien motivationnel. Donc, la nutritionniste faisait un peu son intervention selon ses compétences et l'entretien motivationnel est basé sur les barrières de la personne qu'elle va identifier, ses besoins, ses objectifs. Donc, on va très certainement pas imposer rien, on ne va pas demander qu'il y ait des changements des habitudes de vie. Si la personne n'est pas prête, on va juste l'accompagner là-dedans, on va y aller avec ses propres objectifs, à son propre rythme, donc selon le principe de l'entretien motivationnel. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait, certainement qu'on ne l'aggravait pas, entre guillemets, là, où on était très sensible, mais on n'avait pas une approche psychologique, on n'avait pas une approche en psychologie pour vraiment supporter ces femmes-là. On n'avait pas la ressource, on n'avait pas la possibilité. Dans la première étude, on avait certains ateliers par une psychologue qui étaient donnés par une psychologue au niveau de plus la motivation, puis un peu les traitements, les comportements alimentaires, mais c'était pas très, très développé, là. Il y a place à l'amélioration de ce côté-là, clairement, mais c'est difficile aussi quand on n'a pas de psychologue dans l'équipe, vraiment. Puis dans l'étude multicentrique, comme les psychologues sont très difficiles à trouver, bien, on ne pouvait pas vraiment intégrer des psychologues dans toutes les équipes des centres qu'on a recrutés. Donc, malheureusement, cette approche-là est pas optimale. J'ai encore une question. Comment vous expliquez la différence par rapport à la césarienne? Parce que finalement, la perte de poids, c'est 3%, donc c'est pas non plus 20 kilos, quoi. Non. Donc du coup, c'est assez incroyable qu'il y ait cette différence majeure. Oui, alors on n'a pas... les chiffres sont un peu petits pour trouver statistiquement des paramètres prédicteurs et tout. Quand on regarde la littérature, comme je disais tantôt, l'obésité est associée avec l'atonie utérine, etc. Maintenant, c'est ça, le point, c'est que le poids n'a pas changé tant que ça. Mais ça ramène un petit peu à toute la question, c'est quand on voit dans les études un impact du poids, un impact d'obésité sur telle issue clinique, est-ce que c'est tant le poids que les habitudes de vie, dans le fond? Donc, le fait de ne pas changer tant le poids, mais d'avoir changé les habitudes de vie, faire plus d'activité physique, renforcer son périnée, je ne sais pas, faire la marche. Il y a peut-être plein d'avantages au niveau des habitudes de vie qui sont insoupçonnés, en fait, là. Et on pense, nous, que c'est plus les habitudes de vie qui sont bénéfiques dans ce projet-là que le poids comme tel. OK, ben on te remercie encore beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci. Pour nous présenter en avant-première ces résultats. Ce fut un plaisir.